Bonjour, alors bonjour à tous, bienvenue au Théâtre 14, bienvenue sur les réseaux du Théâtre 14. La masterclass à laquelle vous allez assister en présentiel ou sur les réseaux du Théâtre 14, Facebook, YouTube, vous pouvez aussi la retrouver dès la fin de cette masterclass dans 1 heure sur le site internet du Théâtre 14 où il y a toutes les masterclass qu'on a faites. Celle-ci avec Yu-Ming He s'insère dans un parcours de masterclass autour du spectacle On n'est pas là pour disparaître. Puisqu'on a eu la semaine dernière Olivia Rosenthal qui s'est prêtée au même exercice. Moi-même, de l'autre côté, c'est très étrange, 2 semaines plus tôt. Et la semaine prochaine, Pierre Lemarquis, qui est neurologue, se prêtera lui-même à l'exercice et viendra faire une conférence sur les liens entre le cerveau et l'art. Là, je vous ai tout dit. Et donc, bonjour Yu-Ming He. Bonjour. Ce que j'ai oublié de dire, c'est donc, tu joues dans On n'est pas là pour disparaître, encore cet après-midi à 16h, et toute la semaine prochaine, de mardi à samedi. Et qu'il y a une fête au Théâtre 14 le 18, c'est ça ? Oui. Impeccable. Et on va savoir pourquoi très vite. Alors, Yu-Ming, première question, c'est... je crois savoir qu'il n'y a pas eu de premier choc esthétique réellement. Mais est-ce que tu peux me dire les 2 ou 3 spectacles qui ont construit ta vision du théâtre et la vision du théâtre que tu as envie de faire ? Oui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment eu de déclic pour me dire tiens, j'ai envie d'être comédien. C'est un truc que j'ai envie de faire depuis que je suis vraiment tout petit. Donc j'avais déjà 4 ans que je tannais mes parents pour faire du théâtre. Mais par contre, il y a effectivement eu un déclic bien plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment au théâtre, de la manière dont j'avais envie d'être comédien, dans quel spectacle et de quelle façon. Et je pense que, le premier déclic, ça a été... j'ai rencontré un metteur en scène qui s'appelle Mathieu Touzé. Cette masterclass va être très étrange. Et du coup, il a monté Que font les reines après Noël d'Olivia Rosenthal, il y a déjà 10 ans. Bon, j'avais 19 ans, j'étais un enfant. Et donc, Mathieu me propose ce spectacle-là. Et je pense que c'est pas du tout pendant le processus de création, parce que je comprenais rien de ce qu'on faisait. Mais une fois qu'on l'avait joué, une fois qu'on était en train de faire les représentations, là, je comprenais tout et je me disais, ça, c'est important ce qu'on fait et c'est de cette manière-là dont j'ai envie d'être comédien. C'est vraiment ça que j'ai envie de faire. Et ça a été un de mes premiers chocs. Et les autres, le deuxième très important, ça a été, en tant que spectateur, ça a été de voir Clôture de l'amour de Pascal Rambert. Et là, pareil, je ne savais pas qu'on pouvait faire du théâtre comme ça, mais je me suis dit, c'est comme ça que je vais en faire. C'est avec cette écriture-là, c'est avec Audrey Bonnet, c'est avec Stanislas Nordet, c'est avec Pascal Rambert. Et c'était ça. Après ça, comment on dit, ça m'a motivé, ça a mu mon désir de comédien à chaque fois que je voyais des spectacles qui m'attiraient, quoi. Je voyais un spectacle de Bob Wilson et je sais pas, au bout du 3e spectacle, je pense, j'ai dit, mais en fait, je veux en faire partie. En fait, je comprends ce qu'il fait et je veux traverser ça de l'intérieur. Et c'est un peu ça mes chocs. Et comment, à 4 ans, on se dit qu'on a envie de faire du théâtre ? Par où ça passe ? Est-ce que tu savais ce que c'était le théâtre ? Comment s'est passée cette demande et pourquoi faire ça ? Mais non, je sais pas trop. Non, et en fait, ce qui est très étrange, parce que les seules références que j'avais, c'était les spectacles de maternelle que je faisais et que je voyais, quoi. Donc je pense que c'était pas du grand art. Enfin. Mais de l'importance de faire des spectacles de théâtre dès la maternelle. Bah oui. Et donc c'était les seules sensations que j'avais. J'étais sur la scène pendant des spectacles où je chantais Pirouette Cacahuète et je me disais, mais je veux faire ça, quoi. Ça, être sur scène et avoir une notion du temps qui s'arrête, des regards sur toi. Je me disais, en fait, ça, c'est ma vie, quoi. Et aussi en tant que spectateur, parce que quand je voyais les spectacles de ma grande sœur en maternelle, je trouvais ça aussi génial. Que c'était toujours pas de l'art. Mais très bizarrement, parce qu'en fait, j'ai commencé à aller au théâtre très tard. J'ai découvert le théâtre, en fait, très tard. Et même les spectacles qu'on pouvait m'emmener voir, comme des Molières en costume et tout,
bizarrement, je me disais, ça me plaisait parce que c'était du théâtre et que je me disais j'aime ça, mais c'était pas ça que je voulais faire. Mais c'est qu'une intuition, c'était qu'une intuition. Je savais que c'était pas cette manière-là dont je voulais être acteur, et pourtant c'était les seuls spectacles que je voyais. Et avant d'arriver au premier cours de théâtre, il y a eu plein d'autres. Tu as touché un peu à toutes les disciplines, parce que du coup, tu as fait de la musique, tu as fait du cirque, tu as fait de la danse. Comment ça s'est passé cette promenade parmi tous les arts? Est-ce qu'il fallait tout faire absolument? Est-ce que tu cherchais que c'était les uns après les autres? Non, je me cherchais pas. Je voulais tout faire, mais j'ai commencé par le théâtre et la flûte traversière en même temps, à l'âge de 5 ans. Et le premier spectacle que j'ai fait s'appelait Le Tapis Magique. Il y a un lien, il y a un lien. Et oui. Et je sais pas, en fait, je regardais que des trucs américains, des gros blockbusters américains et des comédies musicales américaines et les High School Musical et tout ça. Mais c'était vraiment la seule culture que j'avais, c'était la culture pop, très, très populaire. Et du coup, ce qui me plaisait vraiment, c'était les comédies musicales comme ça, quoi. Et donc, je voulais tout faire. Je voulais savoir chanter, savoir danser, savoir jouer. Et donc, je voulais faire toutes les pratiques. Mais et le cirque alors? Et le cirque, c'est arrivé, je ne sais pas très bien comment, je crois par une colonie de vacances. et en fait, j'ai adoré ça. Pour le coup, les spectacles de cirque étaient quelque chose que j'aimais vraiment. Le théâtre, je me disais, bon, c'est pas vraiment cette forme-là. Mais le cirque, j'étais comme un enfant. Et d'ailleurs, c'est les spectacles de Bob Wilson qui m'ont reconnecté à cette enfance, à ce truc. La première fois que j'ai vu un spectacle de Bob Wilson, j'ai fait « Ah, je connais ce sentiment, c'était le même que j'avais quand je regardais du cirque et que j'étais petit. » Et ça me fascinait. Mais après, quand j'ai fait du cirque, moi, j'étais que voltigeur. Et je pense que ce qui m'attire, c'est la scène, le spectacle, mais je ne suis pas sûre que j'aurais continué dans cette voie-là. Et alors, le cirque, donc c'est quand même, je dis pas de bêtises, l'Académie Fratellini? Ouais, c'est l'école. J'ai pas fait l'académie. Ah. Mais l'école, c'est à quel âge? C'est collège, donc 11, 12, 13 ans. Jusqu'à quel âge? C'est ça, 11 ans à 13 ans, quoi, un truc comme ça. D'accord. Et donc ça, c'est en parallèle du collège. Ouais. La flûte, c'est en parallèle du collège. Ouais, C'est au conservatoire. Ouais. Le théâtre, Pareil. c'est dans des cours privés ou c'est aussi au conservatoire? Non, conservatoire. J'ai jamais fait de cours privés. Voilà, d'où l'importance des conservatoires et qu'ils aient assez de place pour tout le monde. Donc tu fais tout ça en parallèle de l'école. Et du coup, comment ça se passe à l'école? L'idée, c'est OK, genre toutes ces pratiques que tu fais à l'extérieur, ça dérange aucun projet professionnel? Est-ce qu'il n'y a aucune angoisse aussi à la maison de te voir aller vers un métier complètement artistique? Est-ce que... Comment ça s'organise tout ça et comment ça s'organise avec tes parents qui ont l'air quand même assez OK que tu fasses 6 millions d'activités en dehors, que des trucs artistiques, donc on sent quand même que ça va pas sentir bon sur l'avenir. Tu ne seras pas médecin. Non. Je pense que ça plaisait à mes parents que je fasse beaucoup d'activités extrascolaires. Et d'ailleurs, c'est beaucoup eux qui nous ont encouragés parce que moi, mais mes deux sœurs aussi, ils les encourageaient à faire des activités comme de la musique ou des choses. Et je pense qu'ils ne savaient pas que ça pouvait être un métier. Et le métier en tant que tel, je pense que ça pouvait être professeur de théâtre, mais ça pouvait pas vraiment être acteur. Acteur déjà, ça voulait dire très vite un peu star de ciné et tout ça. Donc c'était pas vraiment pour nous, quoi. C'était comme si c'était quelque chose qui appartenait à des gens et que, en fait, tu l'es ou tu l'es pas. Il y a un peu cette croyance-là, et moi d'ailleurs je l'avais, cette croyance-là, soit tu es acteur, soit tu l'es pas. Et je ne pensais pas qu'on pouvait apprendre. D'ailleurs, je ne savais pas qu'il y avait des écoles. Je ne connaissais pas du tout toutes les écoles et tout ça. Et donc, je fais toutes ces activités extrascolaires. Pardon. Et je vais mourir. Et Non, on va éviter, il y a un spectacle à 16h. Alors je bois. Attends. Donc je fais toutes les activités extrascolaires et sur mes bulletins, il y avait écrit devrait se concentrer sur les cours d'histoire plutôt que les cours de claquettes. Il y avait un peu des trucs comme ça. Et donc même au lycée, ils savaient déjà, mes profs, que je faisais beaucoup d'activités à côté.
Ma prof de physique me disait tu veux être comme Diams, un truc à aucun rapport, Qui a fait le même lycée. parce qu'elle était dans mon lycée. Mais je voulais pas être rappeur. Mais c'était quand même déjà un lycée orienté vers l'art. Non. Pas du tout, c'est un lycée scientifique, c'est un lycée ultra scientifique, avec une prépa scientifique et tout ça, qui est vraiment réputé pour ça, pour les sciences. Mais c'est vrai que par rapport au collège où on n'avait pas le droit de, je sais pas, se déguiser pour le carnaval ou des choses comme ça, c'est vrai que le lycée, là, c'était à Orsay, à Blaise Pascal, où a été Marina Foïs, Alain Chabat et tout ça. Diams. Diams. Il y a eu une ouverture sur des concours pour se déguiser pour le carnaval, des concours de la journée du talent. Donc tu pouvais chanter, tu pouvais cuisiner, tu pouvais. En fait, il y avait quand même cette ouverture-là de plein d'activités possibles. Et moi, je découvrais ça et donc j'ai trouvé ça complètement incroyable, quoi. Et donc je trouvais ça très artistique. Mais en vrai, c'est un lycée scientifique. Et alors, comment ça s'est passé pour que, à 17 ans, tu te retrouves inscrit à passer un concours d'une école de théâtre et à faire une école de théâtre, alors que jusque-là, tu papillonnais complètement, même si tu étais à fond, tu faisais quand même, disons qu'il y avait quand même plusieurs activités que tu menais de front, et plus le fait de dire, après le bac, salut, je vais faire du théâtre. Ben, c'est la porte qui s'est ouverte, donc je l'ai prise. En fait, du coup, dans les conservatoires, on fait des petits examens pour passer dans les niveaux supérieurs. Et là, il y a un jury qui est allé voir en fait mes parents et qui leur a dit il faut qu'ils passent l'école départementale de théâtre, qui est un concours. Et il faut qu'ils fassent cette école. Et au pire, il la ratera et puis il fera autre chose. C'était un peu ça. Et je pense que c'est le fait qu'il y ait des jurys qui l'aient dit à mes parents, ça les a rassurés. On pourra leur demander, ma mère est dans la salle. Et du coup, j'ai passé le concours. Mais je crois en plus que la limite était passée. Puis j'avais 17 ans, donc j'avais pas l'âge. Et donc j'ai obtenu une dérogation, machin et tout ça. Ah oui, toi non plus. Mais dans l'autre sens. Et du coup, j'ai passé le concours et je l'ai eu. Et là, ça a commencé. Et là, école départementale de théâtre, donc du coup, c'est 30 heures de théâtre par semaine. Et là, c'était parti. Et là, à ce moment-là, j'ai découvert le théâtre. Et j'ai découvert les écoles nationales. J'ai découvert qu'il y avait des formations possibles. Et j'ai découvert surtout que je n'y connaissais rien en théâtre, en fait. Et les gens parlaient entre eux, donc j'étais vraiment le plus jeune. Mais c'est tout un vocabulaire à apprendre, mais quand on ne vient pas de là, mais c'est improbable. Et ils étaient là, t'as vu le Anne-Theresa de Kersmaker à la ville ? Non, moi j'ai vu le Brunswick à la colline. Ah ok, sinon il y a le Ribeau Point. Et j'étais, mais je ne comprends pas en fait ce qu'ils disent. Genre ils parlent pas français quoi. Et je ne connaissais du coup rien de ces théâtres-là. Donc la première fois que je suis allée au théâtre de la colline, bah, j'ai raté le spectacle parce que je passais devant sans voir où était le théâtre parce que ça ne ressemble pas à un théâtre. Ça tient pas qu'à l'architecture du théâtre quand même. Il n'y a pas écrit théâtre. Il n'y a quand même pas écrit théâtre et il n'y avait pas de rideau rouge, comme dans mon imaginaire. Donc du coup, bah, je passais devant et je ne comprenais pas que c'était un théâtre, quoi. Et j'avoue, il y avait marqué, hein, je me souviens qu'il y avait écrit Tchekhov, Braunschweig et tout ça, mais je ne connaissais pas ces noms, donc en fait, je ne savais pas ce que c'était. Et du coup, il n'y a pas eu un moment, au moment où tu vas passer ce concours de l'EDT 91, un moment donné où il y a, mais tu dois peut-être quand même t'inscrire à la fac, il y a peut-être d'autres possibilités d'avenir. Il y a tout le processus aussi quand on est en terminale justement de l'orientation. Qu'est-ce qui se passait à ces moments-là? Enfin, je veux dire, c'était des trucs que tu n'écoutais pas, auxquels tu faisais pas attention? Ou quand même, à un moment donné, tu as failli aller faire cuisinier ou... Psycho. J'ai failli faire psycho. mais pas plus de débouchés qu'acteur, mais... Non. Mais et ce qui est un peu lié quelque part, je pense. Mais non, je sais pas. En fait, j'ai fait un rendez-vous avec la conseillère d'orientation qui m'a dit d'ailleurs qu'il n'y avait pas d'école de théâtre et que le théâtre pouvait s'apprendre à la fac. Et alors, c'est pareil, c'est que de l'intuition et de manière très étrange, mais je ne voulais pas apprendre du théâtre à la fac. Tout comme il y avait une option théâtre au lycée et je ne voulais pas la faire. Je crois que c'est pas humble du tout, mais en fait, c'était pas cet endroit-là que je voulais, quoi. Mais donc, à ce moment-là, c'était vraiment le théâtre qui prédominait. C'est-à-dire qu'à aucun moment donné, il y a eu non plus poursuivre pour être joueur de flûte professionnel ou danseur professionnel
ou Si, ça circassien? aurait pu, si, il y avait un peu la comédie musicale, mais en fait, comme il n'y a pas d'école de comédie musicale et que les écoles qui existent et qui sont réputées sont plutôt à Londres ou aux États-Unis et sont très très chères, et il y avait pas moyen que je fasse une école payante. Donc, ce qui m'a énormément aidé et m'a permis d'énormément apprendre, parce que par exemple, le DT 91, l'école départementale, était publique. Donc, du coup, ça te fait passer des concours. J'ai pas fait les cours Florent ou des choses comme ça. Et en fait, tant mieux parce que ça me permettait d'obtenir des choses et de comprendre là où était le travail et ce qui m'intéressait dans la pratique et tout ça. Donc, mais je sais pas, il y a eu la comédie musicale. Après, je savais que je voulais faire ça. Mais comment, je savais pas. Mais Et donc, une fois la porte ouverte, saisie, le concours passé, tu rentres à l'EDT. On te dit que tu es une promesse. il y a beaucoup de rire. Premier jour. Premier jour, il nous a réunis tous en cercle. Et le directeur a dit, alors toi, tu es une promesse. Il n'y a pas vraiment tort. Mais qu'est-ce que tu vas apprendre pendant ces 2 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Donc tu vas apprendre, tu nous dis, tu découvres finalement qu'il y a plein de choses que tu ne sais pas dans le théâtre. Tu vas découvrir des auteurs, tu vas découvrir aussi des metteurs en scène, des manières de jouer. Tu vas commencer à aller au théâtre, ce que tu ne faisais pas avant. Et comment ça va circuler en toi, comment ça va infuser, qui va faire que tu vas passer les concours et que tu vas finir par en avoir un. En fait, bon, je découvre que voilà, je découvre un peu, c'est ça, des auteurs et tout ça, mais je pense que j'ai un peu le complexe de rien connaître et comme tous les autres élèves connaissent des choses, je veux apprendre très vite de manière efficace. Donc en fait, de manière très efficace, j'écoute et je me dis, dès qu'on me dit t'aimes qui comme auteur, je dis bah, Richter et Copy. Mais parce qu'en fait, tout le monde disait ça. Il y avait un peu un truc où je me disais il faut que ce soit efficace. Mais c'est pas ces 2 années-là où j'ai le plus appris en fait. C'est quand j'ai raté les concours. Et c'est vraiment l'année où j'ai raté les concours. Donc je me retrouve sans rien à la sortie de l'EDT 91. Et c'est là les années où j'ai le plus appris. Et c'est les années qui m'ont le plus formé et qui ont fait en fait le parcours que j'ai eu après et que j'étais en train de construire sans même savoir que j'allais le faire. Mais en fait, c'est vraiment ça qui l'a bâti. C'est pas forcément les années à l'EDT 91. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ces années donc après l'EDT? Donc, tu sors quand même avec un bagage où tu as découvert pas mal de choses. Tu as découvert les concours et les écoles. Tu en as passé, tu les as pas eus. Tu as eu parfois des deuxièmes tours, ce qui donne quand même une petite confiance. Et après, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Parce que tu vas quand même, pendant ces années, il y a eu combien de temps entre le DT et le fait de rentrer dans une école? 2 ans? Ouais, je crois. Et donc pendant ces 2 ans, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Parce que tu es toujours en quête d'avoir une école. Qu'est-ce que tu vas mettre en place? Qu'est-ce que tu vas du coup apprendre et qui vont faire que tu vas rentrer dans une école? Et ben en fait, à ce moment-là, je vais tout le temps au théâtre. Mathieu Touzé, que j'ai rencontré à l'école, m'emmène beaucoup au théâtre, me Vraiment fait bien ce garçon. découvrir, vraiment très bien ce garçon. Ça a été la rencontre de cette école qui m'a permis donc du coup ensuite d'ouvrir, parce que le DT 91 c'était aussi à Évry-Courcouronnes. Donc ça restait l'Essonne et ça restait là où j'habitais et tout ça. Et tout d'un coup, je décide de m'ouvrir à Paris, ce qui était un peu nouveau. Et du coup, d'aller beaucoup au théâtre. Donc au début, c'est 1 fois par semaine, puis 2, puis 3, puis 5, puis 9. Parfois 9 fois par semaine au théâtre. Et c'est là où en fait j'apprends tout. Et je peux voir une pièce et me dire en fait, Clôture de l'amour par exemple, j'avais tellement aimé que je l'ai vu 11 fois. Et j'avais besoin de comprendre exactement, de tout connaître. Et du coup, j'avais le bouquin et je regardais Audrey jouer. Et puis je rentrais chez moi et je testais. Et j'essayais ce qu'elle faisait sur le texte. Et puis je retournais le voir. Et puis je me disais, ah ok, elle fait ça aussi. Ok. Et je rentrais chez moi et je réessayais. Donc en fait, je jouais. En fait, j'avais de la pratique un peu tout seul chez moi, mais je pratiquais beaucoup comme ça. Et je me disais, bon, de toute façon, il faut repasser les concours. Et par exemple, Audrey Bonnet a été... après, je l'ai vue dans Répétition. Et elle commence le spectacle. Et la manière dont elle commence le spectacle... c'est un peu le ici, maintenant, tout de suite. Et il peut rien se passer d'autre. Et tu te dis, mais tu es avec elle dès les premiers mots. Et je me suis dit, en fait, en concours, il faut faire ça pour l'avoir. Et du coup, c'est ce que j'ai fait au bout de la 3e fois. Et puis tu rencontres Marc Arnott aussi à cette période-là.
Et en fait, ça, c'est après. Parce qu'en fait, je passe 2 fois les concours. Une première année où je les rate. Donc c'est la première année où je rate quelque chose, parce que j'avais pas vécu grand-chose jusque-là. Donc, donc tu dis, bon, ok, en fait, ça fonctionne plus, parce que quelque part, le DT, je l'ai eu, et je pensais l'avoir, mais je ne sais pas très bien pourquoi je l'ai eu. C'était un coup de chance, quoi. Et alors que là, tout d'un coup, il fallait que je me pose des questions de comment avoir quelque chose que, du coup, je n'obtiens pas. et, et je passe une première fois les écoles, et donc je vais juste au théâtre et je fais pas grand-chose en fait à côté. Je me suis pas inscrite dans un autre conservatoire. Et les conservatoires d'arrondissement sont, en gros pour la France, en dessous de l'EDT 91. Donc dans ma tête, c'était faire quelque chose qui avait un niveau en dessous. Donc les élèves du conservatoire du 8e passaient le concours de l'EDT 91. Et moi là, je passais le concours du 8e. Donc il y avait un truc un peu dans ma tête de bon bah je fais un truc qui est moins bien. Et en fait, c'était trop bien. Et en fait, j'ai tellement appris, parce que Marc Ernotte, il apprend des bases que j'avais pas du tout, c'est-à-dire monter sur scène, traverser un plateau, qu'est-ce que c'est être sur scène, qu'est-ce que c'est le regard de quelqu'un, comment donner le regard. Est-ce que tu es plutôt Isabelle Huppert et tu regardes aussi le spectateur, et donc tu as un regard comme ça confrontant avec le spectateur, ou est-ce que tu es une Isabelle Adjani et tu te laisses regarder par le spectateur? C'était tout ça. Et tout ça, ça me fascinait. Je me disais, ah bah, toute cette base-là, je ne l'avais pas. Et donc, il a vraiment consolidé une colonne vertébrale, en fait, que je n'avais pas en tant que comédien. Et donc, ça m'a énormément appris. Et je pense que c'est ça qui m'a permis de passer le cap d'avoir les concours des écoles. Est-ce que du coup, ce qui se passe pendant ces 2 années, c'est qu'il y a une bascule où à l'EDT, tu prenais comme ça les choses comme elles arrivaient, en essayant de te construire une culture, mais sans être finalement très proactif dans la manière dont tu construis ton jeu, et que pendant ces 2 ans, comme aussi tu te retrouves d'un coup sans structure, sans accompagnement, ça te permet de faire une bascule et de commencer à construire la manière dont tu vas jouer et ton jeu d'acteur de manière individuelle, comme un chemin comme une route que toi t'entreprends, et que c'est ça qui va faire la bascule dans ton jeu. Oui, bah après, très, très, très bêtement, je pense que comme il n'y a plus le cadre de l'école, ça change aussi tout. C'est-à-dire que bah, tu te retrouves face à toi-même, quoi. Alors que dans l'école et à l'EDT notamment, bah, j'étais le plus jeune et on me le disait tout le temps, et puis on aimait déjà ce que je faisais. Donc il y a des stages où j'apprenais rien, mais parce qu'en fait on me faisait directement ah c'est super, et puis voilà. Et donc en fait je ne savais pas ce que je faisais exactement, et ce que je renvoyais. Donc du coup bon voilà, comme j'avais une pratique, j'avais déjà eu une pratique de la danse, un peu du chant et tout ça, j'avais un peu des facilités comme ça. Mais en fait, moi aujourd'hui, je me dis ça, mais je jouais pas. J'avais pas conscience de ce que c'était le jeu, comment jouer, comment, quand tu es sur scène, ce que ça fait, et comment tu transformes ce que tu es en train de faire en jeu, comment tu en es conscient. Quelle conscience tu mets sur ce que tu es en train de faire. Tout ça, je l'avais pas. Je fonçais dans le tas, j'y allais, et puis voilà, quoi. Et alors, à quel moment t'en as pris conscience et comment? Bah, je pense pendant les concours. Pendant les concours, parce que du coup, moi, je passais pratiquement tous les concours, toutes les écoles et tout. Je me disais, il faut que j'en ai une. Et tu as très peu de temps. Donc, en gros, tu as 3 minutes pour prouver que tu peux rentrer dans cette école parmi 1800 candidats. Et donc, notamment la 3e fois, je m'étais dit, OK, je ne vais pas faire 3 minutes, je vais faire 2 minutes 30. Il faut qu'en 2 minutes 30, j'ai tout prouvé. Et je pense qu'au fur et à mesure que je l'ai passé, au début, tu te dis, 2 minutes 30, c'est très très court. Et en fait, la dernière fois que je les ai passés, la 3e fois, je me disais, 2 minutes 30, c'est hyper long. Tu as le temps de faire beaucoup de choses en 2 minutes 30. Tu as le temps de montrer beaucoup de facettes, tu as le temps de montrer différentes théâtralités, tu as le temps de montrer différentes façons de poser ta voix, d'être, de prendre l'espace. Et donc je me disais, mais en fait, c'est très long. Et je pense que c'est ça, c'est cet étirement du temps qui après m'a passionné dans chaque fois que je montais sur un plateau. Mais cet étirement du temps, je pense que c'est la conscience que j'ai commencé à bâtir, et c'est en passant les concours. Et là, tu rentres dans la plus grande école de France, le Conservatoire national. Comme quoi, ça valait le coup d'attendre un peu. Dont le titre entier est Conservatoire national supérieur d'art dramatique de Paris. Et alors là, qu'est-ce qui va se passer pendant cette école, pendant ces 3 ans? Qu'est-ce que tu vas apprendre?
Sachant que je crois que, je vais t'apporter une petite aide, la même année, tu fais une autre rencontre assez déterminante, c'est qu'en même temps, tu rentres dans le programme Premier Acte mis en place par Stanislas Nordet, et là, tu vas rencontrer beaucoup de gens, et dans les élèves dont certains ont fait une carrière dont on entend fort parler, avec beaucoup de César, et des profs, ou des intervenants, ou en tout cas des rencontres assez incroyables. Ouais. Je sais pas, avec du recul, je me dis, en fait, c'est marrant, l'année où j'ai eu le conservatoire, je me souviens très bien que je m'étais dit, bon, si j'ai pas les écoles, c'est pas grave, je ferai quand même comédien. C'est bon, c'est ma vie. Si je dois vendre des patates le midi et puis jouer le soir, je le ferai, quoi. Et finalement, j'ai l'école et c'est comme si j'avais plus envie d'être dans une école, mais j'avais envie de travailler. J'avais vraiment envie de travailler, quoi. Je voulais être à un endroit où on faisait théâtre, mais de la manière dont je l'entends, c'est-à-dire travailler, quoi. Et effectivement, j'entre dans deux formations en même temps, donc Premier Acte et le conservatoire. Donc je fais ma rentrée au TNS avant le conservatoire, ce qui était une grosse trahison pour le cons. Et j'apprends un peu tout, quoi. Mais en fait, surtout, j'ai envie. En fait, je m'ennuie. Bon, voilà, on peut le dire. Hein. Je m'ennuie au conservatoire complètement. Je trouve qu'on fait pas grand-chose, qu'on est trimballé d'une matière à l'autre. On nous apprend un peu l'anglais, mais très vite fait. Bon, moi, en plus, je parlais anglais, donc je m'en foutais un peu. Puis t'as un peu de masque ici, un peu de clown là, mais t'as aussi tai chi, t'as escrime, et en fait, on fait en tout 6 cours de chaque matière dans l'année. En tout, 6. Donc autant vous dire qu'on ne développe absolument rien. Donc j'avais une sorte de frustration comme ça, où on fait un peu rien en fait. Et j'avais l'impression d'être trimballé quoi, dans un centre aéré. Et je me disais, mais en fait, ça fait 2 ans que je me prépare à ce putain de concours. Et j'ai appris tellement de choses au théâtre. Et en fait, il y a tellement de metteurs en scène avec qui là j'ai envie de travailler. Et je veux que ça se passe maintenant que j'ai du mal à comprendre ce que je fais en fait dans cette école. Et c'est pareil, c'est vraiment la même intuition que j'avais quand je voyais des spectacles où je me disais je veux être comédien mais je veux pas faire ça. Je me disais en fait c'est pas ici que ça se passe. Je sais pas où c'est mais c'est pas ici. Et donc c'est cette année-là avec le programme Premier Acte où on joue au Théâtre National de la Colline et Pascal Rambert vient voir le spectacle et me propose de jouer dans sa prochaine pièce. Et en fait, ce déclenchement me fait dire en fait, je peux travailler. En fait, il faut que je travaille. Et je me suis mis à travailler beaucoup pendant le conservatoire. Et j'ai... Quand même, cette première année, tu gagnes un prix d'interprétation. C'est vrai. Dans une pièce de Mathieu Touzé. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est hyper important. Parce que le conservatoire et l'entrée dans cette première année me fait douter. Me fait vachement douter de ce que j'ai envie de faire. Mais c'est ça, être comédien. Enfin, tu fais un peu de respiration là, un peu de trucs là. Enfin, je doute je sais pas, comme j'ai l'impression que ça me plaît pas, que j'ai pas envie de faire ça, et je suis en train de me dire mais du coup si ça te plaît pas, si c'est pas cette discipline, si t'es pas assez discipliné pour faire ça, peut-être que t'as pas envie d'être comédien. Donc ce doute qui s'installe, je le fuis et donc je vais travailler ailleurs. Et du coup Mathieu Touzé monte Un garçon d'Italie de Philippe Besson qu'on présente à Théâtre Ouvert dans un festival et on gagne les 3 prix, parce que tu as aussi eu un prix. et heureusement, c'est un peu grâce à ces choses-là que j'ai une autre balance, en fait. Et que de l'autre côté, je me dis, si, en fait, je dois être comédien, c'est vraiment ma place. Mais peut-être qu'elle n'est pas à cet endroit-là. Et donc là, on va avoir une grosse accélération. Donc il y a toutes les rencontres que tu fais avec Premier Acte. Il y a donc Pascal Rambert qui rentre enfin dans ta vie. Il y a ce prix que tu gagnes, ce spectacle aussi, mine de rien, qui commence à faire parler de nous. Et puis il y a aussi la rencontre avec Robert Cantarella où tu fais un
un premier spectacle avec lui à la Ménagerie de Verre et qui va t'embarquer dans une grande épopée qui va être les Faustes. Et donc ça commence aussi, donc il y a la scène, il y a le Théâtre National de la Colline et là ça va être une production à Nanterre-Amandier où on va aussi te voir et d'un coup les projets s'enchaînent les uns après les autres. Ouais, et en fait, Mathieu Touzé me disait beaucoup, mais il m'a beaucoup dit transforme l'essai quand tu arrives quelque part. Et en fait, j'ai surtout gardé cette phrase, ce qui a fait, je pense, que ça a enclenché à chaque fois des projets, des choses, parce que... C'est parce que j'ai été rugbyman, ça se voit. Non, mais c'est vrai que c'est hyper dur quand tu es comédien, encore plus pour le cinéma, mais le théâtre, c'est un peu pareil, c'est que tu finis, peut-être que tu passes un casting, puis peut-être que tu obtiens un rôle, et en fait, c'est un tout petit rôle, et pour peu qu'il soit coupé, on ne verra jamais. Donc même quand tu obtiens des oui et que tu finis par obtenir des choses, c'est pas du tout dit que quelqu'un va te repérer dans ce spectacle et du coup ça va continuer à avoir des projets. Donc tu peux faire un projet et puis en fait c'est pas qu'il aura servi à rien, mais c'est que il n'aura pas enclenché quelque chose d'autre dans ton parcours artistique. Et du coup moi j'ai très peur de ça. Donc j'enclenche tout le temps tout partout dès que je peux. Et donc c'est vrai que Robert Cantarella il y avait une audition sur Facebook, hein, c'est aussi basique que ça. Je vois le truc sur Facebook, j'écris, je dis je veux passer l'audition, parce que c'était avec Nicolas Maury, parce que je ne connaissais pas Robert Cantarella, mais en fait j'avais très envie de jouer avec Nicolas Maury. Et je passe l'audition, je l'ai, et donc on joue... 4,48. Ouais, voilà, il n'y a rien de... 4,48 Psychose de Sarah Kane, à la Ménagerie de Verre. Et là, c'est vraiment la rencontre avec ce lieu. C'est la rencontre avec la Ménagerie de Verre où je me dis mais ce lieu est super. Je rencontre la directrice que j'adorais. Et c'est un lieu qui va nous accueillir après pendant 2-3 ans, quoi. Et qui a été le premier lieu qui nous a vraiment accompagné, coproduit et tout ça. Et donc ça a été vraiment une rencontre avec le lieu d'abord. Et puis Nicolas Maury et Robert Cantarella, donc qui m'a rappelé l'année d'après pour jouer effectivement à Nanterre-Amandier. Et là, pour le coup, je jouais un plus gros rôle. Comme si je jouais un petit rôle dans l'autre. Non, c'est pas ça. C'est que j'avais 448 Psychose, c'était un gros rôle, mais en fait c'était 2 dates, donc c'était très très court. Alors que là, notre Faust à Nanterre-Amandier, c'était 1 mois de représentation, donc forcément c'était beaucoup plus vu. Et donc Jacques Vincey me voit dans le spectacle et me propose de faire Puck dans un opéra sur le songe d'une nuit d'été. Et là, ça a déclenché un peu les choses, oui. Après, de temps en temps, tu retournes un peu au conservatoire et puis Pascal te propose de jouer dans Actrice avec Marina Hans et avec Audrey Bonnet. Donc là aussi, tu réalises un peu, je veux dire, tu avais vu En Soi ce spectacle, tu voulais absolument jouer avec Audrey, avec Pascal, et là, donc, ça se produit. Donc ça a dû être incroyable, non ? Ouais, c'était complètement incroyable, mais en fait, quand il me l'a dit, je jouais en Espagne à ce moment-là, et en fait, c'était incroyable, mais il a mis très longtemps à me dire que j'étais pris dans le projet. Donc, on avait pris un café où il avait dit « je pense à toi ». Et c'était juste des trucs un peu vagues comme ça. Et donc, j'étais « putain, j'espère qu'il va me proposer un projet, j'espère qu'il va me proposer ». Puis, il continue à m'écrire et tout ça. Il fait « écoute, j'ai un projet, mais je te promets rien. » Putain. Et j'écrivais beaucoup à cette époque et j'ai des carnets où vraiment j'écrivais « mais il va me le proposer, son projet ?» Et tout d'un coup, il me dit, écoute, il y a cette pièce-là, lis-la. Donc, et c'était comme ça. Et en fait, ça a duré. En fait, ce truc a duré. Donc, en fait, j'étais dans une attente vraiment où je n'en pouvais plus, où j'étais, mais Pascal, mais dis-moi si je suis pris ou pas. Enfin, et donc, j'ai lu le projet, puis il a dit, voilà, je réfléchis à un rôle et tout. Et finalement, il me dit, bon, c'est bon, tu le fais. Et oui, effectivement, c'est... ouais, une consécration, quoi. C'était vraiment... Et je me suis éclatée. Enfin, ça a été... j'ai appris énormément parce que du coup, tu as des grandes actrices avec toi. Donc, tu les vois répéter. Donc, c'est assez génial. Et moi, j'étais très bonne élève. Je savais mon texte. J'étais un peu flippée comme ça. Et je vois Audrey Bonnet qui arrive avec ses cheveux jusque-là. Oh, je ne sais pas du tout le texte, là, Pascal. Il fait « Ok, écoute, prends le texte à la main.
Alors qu'arrive, et en fait elle balance le texte et puis elle le balance dans un coin parce qu'elle est très vite dépassée par ses émotions et elle déroule le texte qui était à moitié ça, mais elle déroule le truc. Et en fait c'est complètement incroyable. Et là je me dis, ah mais en fait qu'elle sache le texte ou pas, elle donne tout. Elle y va et elle teste et ça j'adorais. Et je me dis mais t'as pas besoin d'apprendre tout le texte et de savoir la virgule et tout ça. Il y a aussi un moment, si tu donnes pas tout une fois que tu sais tout ton texte, ça ne sert à rien en fait. Enfin, et j'aimais beaucoup ce truc-là. Et en fait, elle teste, et au fur et à mesure, elle met les mots dessus. C'est un peu ça. Elle teste l'énergie, ce qu'elle va faire, et après, elle met les mots. Mais elle travaille avec Pascal Rambert depuis très, 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 très longtemps. Donc, elle peut faire ça. Moi, j'étais pas du tout à ce niveau-là. Mais j'apprends énormément, ouais. Et puis, énorme tournée. Et puis, énorme tournée. Et je pense que c'est vraiment à ce moment-là où déjà j'étais malade. On chope la grippe, on joue au Bouffe du Nord et on chope tous la grippe qu'on se refile les uns les autres. Et à cette époque-là, c'était possible. Ouais, c'est ça. Et on continue à jouer. Et on continue à jouer. Et là, et je pense que là, j'ai pris conscience que c'était un métier. Qu'il fallait monter tous les soirs sur scène et que tu donnerais le meilleur de toi-même, que même si tu t'endors entre-temps dans les coulisses, tellement t'es mal et que tu as de la fièvre et tout ça. Et donc, ouais, j'ai pris cette conscience d'un rythme comme ça assez intense et important de devoir traverser une scène et les gens ont payé, quoi. Donc, let's go, show must go on. Et là, il y a une autre personne qui est rentrée dans ta vie à ce moment-là, c'est que tu as un agent et il va que tu as rencontré comment ? En défilant pour Kenzo. Alors, comment ça s'est fait, Kenzo ? Alors, je sais pas. Il t'avait pas vu dans le Faust ? Non. Chez Pascal ? Non, vraiment pour Kenzo. En fait, non, je veux dire les personnes, Elsa Pharaon, tout ça, ceux qui t'ont vu pour Kenzo. Non, je pense non, c'était un casting. Non, c'était un long casting. Je sais plus où je l'ai trouvé. En gros, c'est ça que je cherchais. Mais bon, sur Internet, quoi, j'imagine. Et alors là, c'était pour faire une pub, en fait, pour jouer le Umberto Leone, qui est le directeur artistique de Kenzo. Et donc, je me retrouve parmi 1000 Asiatiques en train de faire la queue dehors. Et c'est Elsa Pharaon, qui est une directrice de casting, qui faisait ces castings, qui fait souvent des castings sauvages comme ça. Et donc, je passe ça, je sais pas, il y a un deuxième tour, je crois, où on est filmé et tout. Je passe le truc et je suis pris. Et donc, et pour ce truc-là, je fais la clôture de la Fashion Week de Kenzo pour la pub, en fait. Et je me fais repérer comme ça par cet agent, par cet agent qui voit en fait sur l'écran ce qu'on avait fait et tout ça, et donc qui trouve ça intéressant. Et il en a pris 2 d'ailleurs, moi et Ayumi, on était tous les 2 dans ce défilé, et il vient nous voir à la fin, il nous donne sa carte, et voilà, c'est comme ça que. Et là, il te dégote le casting pour Osmosis de Netflix. Ouais. Parce que j'ai bien en mémoire que tout ça était en même temps. Ouais, tout était en même temps. Ouais, la même année. Ouais, tout à fait. Là, je suis à Tours pour l'opéra de Jacques Vincel, le Songe d'une nuit d'été, et je ne peux pas me déplacer. Et en fait, à l'époque, ça se faisait pas tant que ça, les self-tapes. Donc, mon agent me dit, écoute, c'est ton premier casting, ce serait bien que tu te déplaces et que tu rencontres les directeurs de casting et tout ça. Et l'opéra ne me laisse pas du tout y aller. Il fait, non, c'est impossible. Donc, il me fait, fais une vidéo. Je fais une vidéo, et il me dit, envoie plusieurs versions. J'en ai envoyé 130. Et j'ai fait planter son ordi. J'avais pas compris qu'il fallait envoyer 2-3 versions. Surtout qu'il me dit, mais en plus, ça change jamais. Ça change pas d'une vidéo à l'autre. Et je dis, attends, si, quand même. Il y a une où j'ai fait ça. Il y en a une où je l'ai pas fait. Donc, c'était un peu le premier casting comme ça, où je voulais faire les trucs le mieux possible. Et je l'obtiens. Impeccable. Et donc là, tu vas tourner, et c'est tes débuts au cinéma. Ouais. Et là, c'est 4 mois de tournage, donc pareil, avec maintenant, je commence à être fort dans le vocabulaire que je maîtrise pas, mais du coup, tout un vocabulaire que je maîtrise pas du tout. Attends, le chef-op, le machin, le truc, je connaissais rien. On va faire un contre-champ, je ne savais même pas ce que c'était. Mais en même temps, dans ces moments-là, je panique pas vraiment parce que, je sais pas, ma seule discipline dans ma tête, c'est en fait, toi, tu joues. T'es acteur, t'apprends ton texte, tu sais comment le jouer, et tu joues et tu fais tout le temps la même chose. Et ton but, c'est d'être bien tout le temps, et basta. Le reste, c'est le travail des autres. Et au fur et à mesure des 4 mois de tournage, évidemment, tu commences à comprendre les choses, à mieux maîtriser un petit peu
ce jouet, c'est un gros jouet le cinéma. Et voilà, ouais, je fais mes premières armes comme ça. Et là, tu apprends des choses sur ces 4 mois de tournage. Tu apprends comment ça fonctionne le cinéma, tu apprends à jouer face à la caméra. Il y a quelque chose qui s'affine vraiment très fort, non? Ouais, alors instinctivement, j'avais un peu le truc quand même. Je sais pas pourquoi, mais je captais assez vite la chose. Ben, je sais, il y a un truc que je comprenais, c'était le regard de la caméra. Je comprenais comment elle me regardait et du coup, et comment jouer avec elle. Ça, c'est un truc que je captais assez vite. Mais après, ouais, je sais pas, ouais, si, t'apprends, mais en fait, de toute façon, tes prises, tu les fais plusieurs fois, même si elles sont très bonnes, tu vas forcément retourner une deuxième, et tu as plusieurs points de vue, donc tu vas en faire au moins 9, 12, et parfois, quand tu fais des scènes un peu plus difficiles, tu en fais 27. Donc il y a un truc où tu refais, et comme tu n'arrêtes pas de refaire, c'est là où tu t'affines en fait. C'est là où que tu commences à affiner ton jeu et tout ça. Le seul problème dans ces moments, c'est que je ne voyais pas ce que je faisais. Tu vois pas ce que tu fais. Je demandais jamais à regarder le combo parce que je savais pas ce que c'était. Donc je le regardais pas. Tu t'entends pas. Tu sais pas très bien en fait ce que tu vas renvoyer. Donc du coup, pour moi, il me fallait une conscience exacte de ce que je faisais. Donc comme j'ai fait du chant et de la danse, j'avais une conscience exacte de ce que je faisais, quoi, de ma manière dont je plaçais la voix, dont j'avais les intonations, de la manière dont je plaçais mon corps, si j'avais la caméra là. Voilà, j'avais ces consciences-là. Mais j'avais pas encore tout le jeu, tu vois, le réel, il allait me dire, en fait, quand la caméra est là, même si tu parles à Mathieu, il faut que tu déplaces un tout petit peu ta tête pour qu'on puisse voir ton profil. Sinon, on ne te verra vraiment que de dos. Donc, ces petits trucs-là, je ne les avais pas, et donc c'est le réel qui te les apprend, en fait. Et donc là, tu commences à faire quand même 3 projets en même temps, puisqu'il y en a un qui tourne à Avignon, il y en a un qui tourne partout dans le monde, dont au Portugal, il y a une série qui se tourne à Paris, tout ça sur le mois de juillet, dont je garde un très mauvais souvenir. Mais je crois que je fais le Bob Wilson en même temps, Et je crois que Bob Wilson arrive un peu après. en juin Ah ouais 2018. Ouais. Oui, parce que tu faisais les auditions pour Bob Wilson pendant la tournée de Actrice. Oui, et que je jouais avec. Donc là, il y a une nouvelle Ok. audition. Donc là, en fait, tu prends toutes les auditions qui passent. Ouais. Euh, En fait, c'est Elsa Pharaon qui m'a dit, regarde, il y a cette audition au moment où je faisais le truc pour Kenzo. Elle était là et elle me dit, mais regarde, il y a cette audition pour jouer avec Bob Wilson. donc là, énorme audition quand même, 7 tours. Il y avait combien de personnes? 3000 candidats. Ouais, c'est ça. Et tu obtiens le premier rôle, le rôle de Mowgli dans le livre de la jungle. Et là, nouvelle rencontre incroyable que l'univers de Bob Wilson. Ah ouais, tellement. En fait, c'est marrant parce que quand je regardais ces spectacles, donc le premier spectacle que j'ai vu de lui, c'était Les Nègres à l'Odéon. Et c'est vraiment... c'est le spectacle qui m'a permis de me dire... en fait, j'ai pas besoin de comprendre un spectacle, je peux le ressentir. Et ça m'a libéré de quelque chose. Je comprenais rien à son spectacle, mais je ressentais tout. Et ça me passionnait parce que je ressentais la lumière. Je pouvais parler de la lumière, du rythme et tout ça. Je peux parler du début, par exemple, c'est ta 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 ta. Et tout ça, je l'avais très en tête et ça me passionnait, mais je comprenais, j'ai pas compris la pièce. Et ça, c'était assez chouette. Et après, je vois, je sais plus, j'en vois d'autres. Pardon. Et je vois d'autres spectacles et je crois que c'est en voyant Faust 1 et 2, là je me dis, en fait je vais être dedans, c'est bon, en fait je l'ai viscéralement, j'ai compris ce qu'il faisait, je le ressens, quoi, et donc je veux être dans son spectacle. Bon, une fois que tu es pris, tu comprends tout le travail qu'il y a derrière, ce n'était pas si instinctif que ça. Ça a demandé un bon mois de travail très très intense, enfin 2 en fait. Mais un premier mois où on a travaillé que sur la gestuelle de Bob Wilson. On ne savait pas du tout le spectacle qu'on allait faire, mais on travaillait sur toute la grammaire en fait, et sur l'espace, sur comment tu joues avec l'espace, comment c'est un partenaire de jeu, et comment toi tu t'inscris dedans, comment tu dessines dans l'espace, comment, même si tu es dans une très grande salle au Théâtre du Châtelet, comment le mec tout derrière, il va voir quand tu vas faire ça. Et ben, tous ces trucs-là, en fait, je l'apprenais avec lui, le regard et tout ça, et ça a été beaucoup de travail.
Non, mais c'est vrai, c'était très intense, puis c'était très américain. Mais je me suis éclatée. Le premier mois, en plus, j'étais au début vraiment comme un élève quoi, devant lui. Et je pense que ça l'énervait un peu parce que il attend beaucoup que tu proposes, mais c'est très dur de proposer quand tu es face à un maître un peu comme ça. Moi, j'attendais tout de lui. Quoi. Et je voyais que ça le saoulait, hein, mais je n'avais pas le déclic de proposer moi. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, alors très bizarre, tu reçois ton chèque et tu dis, mais en fait, tu es payé. Tu es payé pour être là, donc en fait, tu es acteur, donc en fait, propose quelque chose. Tu n'as pas à attendre du gars comme si tu étais un élève qui te donne tout. Quoi. Et donc là, je me suis mis à proposer, et à proposer beaucoup, à chercher et tout ça. Et de toute façon, c'est très clair, au moins quand tu fais un truc pas bien, il te le dit, quoi. No. Donc c'est clair, et tu le sais, et tu peux passer à une autre proposition. Et du coup, en fait, je me suis éclatée, quoi. Et dans ce spectacle, il tourne encore parce qu'il va avoir sûrement les dernières dates à Bordeaux, là au mois de mars. C'est ça, à l'Opéra de Bordeaux, oui. Alors, on ne peut pas aller plus loin car c'est le moment des questions. Donc, est-ce que vous avez des questions pour Yu-Ming? Et sinon, on pourra aller plus loin. Attendez une seconde. Bonjour. C'est juste pour rebondir. C'est quoi une proposition du coup chez Bob Wilson, si tu peux nous donner un exemple? Ouais, c'est une super question. Parce que c'est vrai qu'il y a un cadre et un univers qui est très marqué chez lui. Donc du coup, une fois que tu as compris un peu les règles du jeu, donc de ne pas mettre tes mains devant le visage parce qu'il y a la lumière, faut toujours imaginer que tu es comme en ombre. Donc du coup, si tu mets ton bras là, en fait, dans une ombre, tu n'as pas de bras. Donc c'est pour ça qu'il décale tout le temps les choses comme ça. À partir de là, comment tu te déplaces dans l'espace, qu'est-ce que tu fais, quelle voix tu utilises quand tu chantes, est-ce que tu es naïf, est-ce que tu rentres dans un univers où tu vas être plutôt là on a train that I must trade, ou alors est-ce que tu vas être là I don't wanna see, tu vois le truc, c'est l'ambiance, parce que lui il adore l'ambiance, donc c'est ça les propositions que tu vas faire, parce qu'en gros tu as la chanson, tu as un peu de la gestuelle, mais après qu'est-ce que tu vas faire là-dedans, quel dessin tu vas faire, tu peux faire plein de trucs. Et c'est pas toujours évident de se le permettre et de le savoir, mais à la fin, moi, je le faisais tellement que le dernier tableau, il m'a dit, bon là, je te mets un follow spot, donc une lumière qui te suit et tu fais ce que tu veux. Après, je pense qu'il a fait ça parce qu'on n'avait plus de temps pour travailler. Mais Il avait passé 12 semaines sur les premières minutes. ouais, c'est ça. Mais c'est ça, ouais, une proposition, je dirais. Et est-ce qu'il y a une autre question? Alors, pendant que vous réfléchissez, après, il y a eu aussi quand même plusieurs projets qu'on a fait ensemble. Donc là, c'est là où ça devient étrange. Mais il y a eu LAC, il y a eu les deux Olivia Rosenthal. Qu'est-ce que ça t'a apporté, ces traversées qui étaient, je pense, pour toi, surtout les deux Olivia Rosenthal, assez intenses? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose dans ton jeu? Comment ça t'a transformé? Non. Je m'en vais. Mais oui, beaucoup. Mais en fait, je pense que là, on n'est pas là pour disparaître. C'est vraiment c'est le fruit d'un travail. Parce qu'en fait, on a très peu répété pour ce spectacle. On a répété 3 semaines. Mais c'est vraiment le fruit d'un travail qu'on fait depuis Un garçon d'Italie, qui sont pour moi un travail sur le monologue. Donc, Un garçon d'Italie, c'était déjà des monologues, mais on était 3 sur scène. Et donc, c'était des partitions plutôt courtes. À chaque fois, c'était un peu 3 minutes de monologue séparés comme ça. Puis il y a eu LAC, où d'un coup c'était plus long, c'était 10 minutes de monologue. Puis il y a eu Que font les reines après Noël, une absence de silence. Et là, je tiens tout le texte, mais je suis avec des danseurs. Et puis il y a eu On n'est pas là pour disparaître, où là, j'ai tout le texte et je suis tout seul. et ça m'a permis, en fait, à chaque fois d'apprendre, parce que c'est vraiment une gymnastique pour le cerveau d'apprendre. L'apprentissage et de se faire comme ça ce que j'appellerais un paysage dans le cerveau d'un texte, quoi, de par où tu passes, comment tu fais et tout ça. Et au fur et à mesure, parce que ça a été difficile, mais au fur et à mesure, de trouver la vibration entre moi et le texte. Donc d'ouvrir complètement le champ des possibles entre ce que le texte raconte et ce qu'il raconte chez toi. Et donc je pense que cette vibration-là, au moment où vraiment elle vibre chez le spectateur. Là, le spectateur est touché de quelque chose. Et ça a été le travail, surtout avec toi, que j'ai fait,
depuis le début jusque-là, que j'ai d'abord trouvé un petit peu sur Un garçon d'Italie, mais je créais encore un personnage, et puis il y avait des couches comme ça de jeu à enlever. Puis on l'a beaucoup fait, donc aussi ça te permet de bien travailler. Et après, j'ai fait Lac avec toi, que je pense que j'ai jamais trouvé, que j'ai jamais réussi. Parce que notamment, c'était Pascal Rambert et que j'avais travaillé avec lui et que j'avais tellement Audrey Bonnet dans la tête, parce que je passe beaucoup par l'imitation en fait pour travailler. Et là, je l'avais de manière tellement forte que je n'arrivais même plus à faire vibrer le texte entre moi et Pascal Rambert. Du coup, je faisais vibrer le texte entre Pascal Rambert et Audrey Bonnet. C'est vraiment ce qui se passait. Je l'imitais tellement que j'arrivais plus à trouver moi ma propre voix en fait. Et cette propre voix, je l'ai retrouvée sur Que font les reines après Noël, et après sur On n'est pas là pour disparaître, malgré le fait que je passe par plein de voix différentes. Et il y a eu une bascule quand même entre eux, parce que donc Que font les reines après Noël, c'était un spectacle un peu compliqué à monter, où le Covid a explosé l'affaire et nous a donné une année de pause. Et entre le moment où on a arrêté les répétitions avant le Covid et le moment où on les a reprises pendant le Covid, il y a eu un vrai changement. Est-ce que ça, tu l'as senti, et qu'est-ce qui s'était passé ? En fait, après, ce changement, il est aussi dû au temps. C'est ce qu'on fait par exemple avec Bob Wilson. Il te fait travailler pendant 1 mois la gestuelle. Pendant 1 an, tu travailles pas avec lui, et tu reprends 1 an plus tard, et là on monte le spectacle. Et en fait, c'est pas dû à moi, hein, j'ai pas travaillé tous les jours ton texte. il s'est déposé en toi. Il y a un truc où le temps a fait que tu y penses. Bon, après, c'est aussi une manière de penser, parce que quelque part, tu y penses tout le temps un peu, ça s'éveille tout le temps en toi, donc même les gestuels et tout ça, et donc ça s'est vraiment ancré, quoi. Et c'est plus ça qui s'est passé avec Une absence de silence, notamment. Et donc quand tu reviens sur le texte, puis après le fait de passer par différents metteurs en scène, différentes écritures et tout ça, ça t'apporte toujours quelque chose. Et j'essaie d'utiliser, maintenant je crois que j'arrive même plus à ne plus utiliser Bob Wilson, j'ai l'impression qu'il est complètement ancré en moi, mais c'est vrai que c'est des ressources tellement puissantes et tellement fortes que tu les utilises, et quand tu as ajouté ça à tes cordes, quoi, tu l'as au moment où tu reprends un texte, même 1 an après, quoi. Et comment c'est alors de jouer plusieurs, parce que dans les deux, et dans Une absence de silence et dans On n'est pas là pour disparaître, comme tu dis, tu traverses plusieurs voix. Dans Une absence de silence, c'est la voix de la narratrice et qui est sujet de l'œuvre, et plein de personnages qu'on quitte pratiquement aussi vite qu'on les rencontre. Et dans On n'est pas là pour disparaître, c'est 3 personnages entremêlés. Comment tu fais pour construire une pensée en passant d'un personnage à l'autre comme ça ? C'est un truc qui m'a toujours passionné de faire ça. Et je me souviens, quand j'étais au collège, c'était en fait c'est le spectacle de Julie Ferrier. Aujourd'hui, c'est Ferrier. Que mes mamans étaient allées voir, et elles avaient adoré, donc elles avaient acheté le DVD, elles m'avaient dit tiens, regarde ça, et j'avais adoré, et j'ai tellement aimé que je l'ai appris par cœur, et en fait en l'apprenant par cœur, elle passe par plein de personnages, et vraiment c'est marrant parce que je pense que c'est en la regardant et en l'imitant que j'ai conscientisé comment jouer un mec. Parce que j'avais quelque chose de féminin en moi que j'avais déjà trouvé, que je comprenais déjà, mais j'avais pas conscientisé comment jouer le mec, comment il allait se tenir, comment il allait faire ses mimiques et tout ça. Et c'est en la regardant elle le faire de manière hyper étrange. Et du coup, je m'éclate à passer de tous les personnages, en fait, d'abord en imitant Julie Ferrier. Et du coup, c'est un truc que j'ai gardé en moi, que j'ai toujours aimé faire. Et donc là, dès que c'est possible, je le fais. Et la pensée, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est Olivia Rosenthal. La pensée, elle est déjà dans le texte. Donc moi, j'ai juste à suivre le truc. Après, c'est vrai que c'est décousu et c'est rapide, mais ça, c'est vraiment de la technique. C'est le truc à répéter un peu lentement, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et puis au fur et à mesure, tu trouves la fluidité là-dedans pour pouvoir faire alors qu'il vous rassure. Pour pouvoir passer d'un coup dans un autre personnage, au début tu le découpes, quoi. Tu le découpes, et puis au bout d'un moment, ça va être plus fluide. Mais la pensée du texte, comme c'est en vrai, c'est une même autrice qui a écrit, donc je pense que c'est plus simple. Si c'était réellement plein de personnages, ce serait un peu différent. Mais là, en vrai, c'est une même écriture.
Et alors, est-ce que tu es un acteur technique? Et est-ce qu'il y a d'autres possibilités d'être acteur? Alors oui, je suis un acteur technique et je ne sais pas pourquoi, mais je me suis toujours vraiment accroché à ça, à la technique. Ça m'a toujours passionné. J'ai toujours voulu vraiment apprendre techniquement les choses. Comment on dit un texte, c'est quoi un rythme, je voulais ouais, techniquement, je voulais être au top. Et c'est un truc qui me rassure énormément parce que c'est ce que j'appelle un peu des rails. C'est qu'une fois que ces rails elles sont clairs, une fois que la technique est claire, je sais que le spectacle sera toujours sera toujours ce qu'on peut proposer de passable. Et après, là-dessus, moi, je vais voir ce que je vais faire. Moi, je vais voir est-ce que je vais surfer dessus, est-ce que je vais faire autre chose, est-ce que je vais prendre des libertés, est-ce que je vais prendre un silence où j'en ai jamais mis. Et ça, c'est plus technique. Là, c'est plus que toi, en tant qu'acteur, qui peut t'éclater dessus, qui peut t'éclater sur un texte et tout. Mais d'abord, j'ai besoin, j'avoue, que techniquement, ce soit au cordeau. Est-ce que vous avez une dernière question? Alors, moi, je voulais savoir comment ça se passe entre le moment où tu prends connaissance de l'écriture. Voilà, qu'est-ce qui se passe une fois que tu as terminé le livre? Est-ce que tu passes par un moment de joie, de déprime, ou au contraire de peur? Quand tu as lu Herculine Barbin, par exemple, est-ce qu'à chaque fois, il se passe la même chose en toi, une fois que tu sais que tu vas devoir jouer ce rôle-là? J'aimerais bien que tu mettes des mots sur ce ressenti entre j'ai lu, ok, je vois ce que je vais devoir jouer, ou même si je vais apprendre chaque jour, hein, mais voilà, quel est le ressenti par lequel tu passes? Alors, c'est pas le même pour le théâtre et le cinéma, parce que le cinéma, comme l'écriture est beaucoup plus facile qu'au théâtre, c'est en général des situations plus simples et tout ça. J'ai une intuition très rapide sur le texte. Donc déjà un genre, si c'est comique, tragique et tout ça, va te donner un rythme. Et donc je m'accroche à ça et c'est assez instinctif. Pour le théâtre, j'ai rien en tête. Je suis pas un très bon lecteur. Et du coup, je lis le texte et vraiment, Hercule Barbin notamment, mais on n'est pas là pour disparaître, c'est pareil. Ne dites pas au metteur en scène, mais en fait, je comprends rien. Je comprends rien et je suis là vraiment, donc, parce que je connais bien Mathieu, je lui ai dit, mais tu veux que je fasse quoi avec ce texte? Et en fait, je sais qu'au moment où je vais l'apprendre, là, je vais le comprendre. En fait, au moment où je vais l'apprendre, le dire, et après, pour le coup, j'ai une grosse discipline. Enfin, je fais vraiment 4 heures d'apprentissage le matin de texte comme ça, et le moment où vraiment il entre en moi et que ça commence à prendre sens dans ma tête et je commence à comprendre les mots, à comprendre pourquoi ils sont dits comme ça, là, je peux en faire quelque chose. Là, je commence à comprendre un rythme. Et alors, en général, pour m'aider, si vraiment je comprends rien, je passe par l'imitation. Je me dis, mais je crois que... J'imagine quelqu'un, une actrice le faire, ou un acteur, je sais pas, c'est Fanny Ardant, Marie-Sophie Ferdan, n'importe qui, Isabelle Huppert. Et... L'indispensable. Et du coup, je vais le faire à la manière d'eux. Et en le faisant à la manière d'eux, en fait, je vais entendre le texte. Parce que le fait de le faire avec une autre voix que la mienne, de ne pas essayer de tout capter, de tout comprendre et tout ça, et d'avoir l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui me le dit, va me faire entendre les mots, en fait, et la rythmique et tout ça. Et au fur et à mesure, ça va mieux m'aider à le comprendre. Mais là, le dernier texte de Pascal Rambert qui m'a écrit, on était à New York et on joue et il me dit mais c'était magnifique ce soir, mais qu'est-ce que tu as fait? Je lui dis en fait je crois que je viens de comprendre ce que tu as écrit. Et j'ai vraiment mis 1 an à le comprendre, quoi. 1 an à comprendre. Mais il m'a écrit un texte vraiment magnifique, mais alors au début je comprenais rien. Et en fait il a écrit je suis entré dans cette vie. Et j'ai mis du temps à comprendre à quel point il avait compris qu'un jour, je m'étais dit, je vais entrer dans cette vie d'acteur, d'artiste. En fait, parce que je pense que je n'avais pas compris que je lui avais raconté tout ça. Et quand il a écrit ce texte, pour moi, c'est toujours bizarre, un auteur qui écrit directement pour toi. Tu te dis, qu'est-ce qu'il a capté et tout. Et puis là, j'étais à dis donc, c'est très ésotérique ce qu'il a écrit pour moi. Il a peut-être rien compris de ce qu'on s'est raconté, parce qu'on s'était dit plein de choses. Et en fait, je crois qu'il avait écrit un très très beau texte, mais c'est vrai que je mets du temps à les comprendre. Donc au tout début, il n'y a pas de déprime, il y a rien.
Il y a un petit temps de vide. De l'espace libre. Ouais. Eh ben, on va finir là-dessus sur l'espace libre. Merci beaucoup, Yuming. Donc, on peut te retrouver cet après-midi à 16h. La semaine prochaine, dans On n'est pas là pour disparaître. Si vous voulez voir une absence de silence, on se retrouve en mars à Bordeaux. Le Jungle Book en mars aussi à Bordeaux. Cet été à Avignon dans Les Bonnes, mise en scène de moi. On te retrouve au cinéma aussi. On te retrouve dans Emily in Paris, saison 3, 4. 3. Ouais. Et au cinéma bientôt. Dans quoi? Dans Conan la barbare de Bertrand Mandico et dans 38.5 Quai des Orfèvres de Benjamin Lerrer. Voilà, donc vous avez de quoi faire. Mais je ne sais pas quand ça sort. On va trouver. Merci beaucoup. Merci.